d'Algérie tout en couleur avec Couronne Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 19 février 2021. Ce matin, en compagnie du docteur Fethi Benachnou, nous allons nous intéresser à la remise en forme et au spa particulièrement. Nous irons à la rencontre ce matin d'un artiste, au fait c'est un notaire qui lui a profité de la période du confinement pour laisser libre cours à ses talents et c'est comme ça qu'il a découvert qu'il avait un don pour la peinture. Retour donc sur cette découverte. Kenza Nchar ce matin reviendra sur l'engagement citoyen en compagnie aussi de Massilias Farhani. Ce matin, nous irons du côté de Durdura, visite guidée en compagnie de Massilias du parc de Durdura, particulièrement le musée central de cette localité. Nous terminerons l'émission en musique et ce sera en compagnie donc d'un maître luthier et d'un jeune musicien qui va nous enchanter justement avec avec les très belle sonorité de lutte. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Fria Cheikh. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Friel. Bonjour Abona. Comment ça va? Ça va, très bien. Alors on a eu un beau soleil ce matin. Exactement. Ça va continuer? Oui, ça va se peu plus de détails aujourd'hui. Exactement, allons-y. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Très heureuse de vous retrouver. En effet, c'est une belle journée qui s'annonce avec beaucoup de soleil après dissipation de brume, des nuages bas. Le temps sera dégagé au nord comme au sud. On notera tout de même un temps voilé, orageux, pluvieux aussi, vers le sud-ouest, l'extrême sud, le Hogar, le Tassili. Les températures, les voici, elles vont être très agréables et maximales en légère hausse pour la saison. Regardez, il fera 25 cet après-midi à Tlemcen, 24 pour Oran, 18 à Alger, on attend 19 à Arnabaskik d'Agelma aussi, 17 à Betna, Al Bayot, 18 à Djilfa. Sur la partie sud, c'est vers l'extrême sud et le Sahara central qu'il fera le plus chaud avec un maximum de 29 degrés. 25 à Tamanrasset, Janet. À présent, place à l'état de la mer. Cet après-midi, la mer sera belle près des côtes ouest, avec des vents qui varient entre 20 et 30 km/h. Belle un peu agitée près des côtes centre et est, avec des vents qui varient entre 20 aussi et 30 km/h près des côtes centre, et enfin entre 10 et 20 km/h près des côtes est. À présent, place ce matin à l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, le temps sera dégagé à l'Aïon occupé, à Nouakchott aussi, à Niamey, N'Djamena, Khartoum. Un temps voilé au Caire ainsi qu'à Rabat. Côté température, 21 degrés sous le soleil à Tripoli, 19 au Caire, 27 à Khartoum, 30 pour N'Djamena, 32 à Niamey, c'est le maximum aujourd'hui, et enfin 28 à Nouakchott. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h20, 32. Vous avez toujours le site de Météo Algérie qui est mis à votre entière disposition. Merci pour votre présence. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du ciel. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et des températures plutôt agréables, Feliel. Il faut profiter du week-end, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Voilà, merci beaucoup, Feliel. On vous retrouvera tout à l'heure, donc après le journal télévisé du midi, celui de 19h aussi, et demain pour Bonjour d'Algérie. Avec grand plaisir. Merci, Feliel. Bonne journée à vous. Et on va retrouver Dr Fethi Benachnou dans un tout petit moment, juste après cette petite balade, et on se retrouve juste après.
docteur Fethi Benachnou vient de nous rejoindre. Bonjour docteur. Bonjour, j'enlève mon l'adjar. L'adjar, voilà. C'est la forme hein, ce matin docteur. Hein. Oui, il fait beau, il commence à faire beau, les oiseaux. Mais sincèrement, c'est les oiseaux qui nous vous ont rappellent. réveillé ce matin? Non. Oui, tu sais, il y a un oiseau particulier et il annonce le printemps. Moi, c'est comme ça le printemps. Ah ça y est, ça s'annonce alors. Ça s'annonce, Inch'Allah. Alors ce matin, docteur, c'est la forme, c'est la remise en forme aussi? Oui. Tiens, c'est bien, là, votre façon de présenter, elle est très bien. Voilà, alors justement, parce qu'on va parler de remise en forme ce matin, particulièrement avec l'ouverture donc des espaces publics, des spas, pourquoi pas, parce que c'est vraiment le premier endroit auquel on va penser lorsqu'on pense à la remise en forme, n'est-ce pas? Oui, c'est important parce que c'est une sorte de continuité de ce qu'on avait fait, le mal de dos, les difficultés, disons, physiques, qu'on appelle chez nous couramment rhumatisme, parce que ce mot est très vague, hein, c'est des trucs, l'arthrose, la conformité, mais c'est surtout la douleur. Et surtout ce que vous avez dit, vous avez la forme et la remise en forme. Ce qui est très important, c'est de veiller à conserver sa forme. Et on l'avait dit c'est que le corps est une merveilleuse machine au sens propre du terme. D'ailleurs, en médecine, il y a une matière qu'on devrait réintroduire. On l'a appelée d'une autre façon, c'est ce qu'on appelle la biophysique. En médecine, la biophysique, elle consiste à considérer le corps comme un élément matériel, physique. Vous ouvrez vos bras, il y a un certain angle, vous tournez à un certain angle, et ça, il faut maintenir pour connaître ce que c'est que ces capacités de l'homme. D'ailleurs, ça se fait, docteur, parce que par exemple, justement, particulièrement pour les personnes qui exercent un travail où ils sont assis 8 heures de travail en face de leur PC, généralement, il y a justement des ongles à respecter, donc 90 degrés, 20 degrés. Même le regard, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle, il faut développer, même ici, par exemple, les caméras maintenant, c'est ce qu'on appelle l'ergonomie. Ergonomie, c'est comment étudier, comment construire, installer un poste de travail à ce qui ne se répercute pas négativement sur le corps. L'exemple le plus classique en médecine, c'est les dentistes, parce qu'ils sont énormes. Mais quand on a des conditions de travail qui sont difficiles, qui peuvent porter atteinte à votre corps, à la motricité du corps, et on a parlé de douleur du dos, tout ça. Hélas, et il faudrait arriver à effacer cela. Chez nous, on traite symptomatiquement. Par exemple, on a une mauvaise condition de travail, ça engendre des douleurs, on a tout de suite doigt, le fameux doigt. Dans notre pays, c'est doigt, c'est le médicament. Les fameux anti-inflammatoires. Les catastrophes. Les catastrophes. Non. Je dis les fameux parce qu'ils ont beaucoup de succès. Donc, dès qu'on a une petite douleur, c'est très vite les anti-inflammatoires. Parce que là, vous traitez, c'est une médecine symptomatique. Le symptôme, vous le faites, mais dès que vous terminez, et après, vous n'avez plus besoin de médecin, le médecin vous a prescrit, vous dites, ça m'a... Mais attention, je connais des cas où la prise inconsidérée, irrationnelle des anti-inflammatoires, les gens se sont retrouvés en dialyse. Effectivement. Ils ont détruit leur système rénal. Et donc, ce n'est pas aussi facile. Et hélas, dans notre pays, cette notion de doigt, elle ne veut pas s'arrêter. Les gens doigt, parce qu'il y a autre chose derrière. Et justement, donc, pour éviter doigt, donc il y a la remise en forme. La remise en forme, particulièrement donc l'hydrothérapie. Et avant cela, docteur, justement, notre collègue Maya Amrani s'est intéressée à ce sujet et elle est revenue avec ce reportage que je vous propose de voir. Elle fréquente régulièrement les lieux d'hydrothérapie, je la connais. Maya, elle a toujours de bonnes adresses. En cette période hivernale, le corps et le psychique se portent mal. Nourriture trop riche, sédentarité et manque d'activité sportive. Pour y remédier, rien de mieux que les centres de balnéothérapie et d'hydrothérapie pour se refaire une santé. Dans ces centres, on y pratique de l'aquagym ou de l'aquabike pour se remuscler sans trop se fatiguer.
Le programme est tracé et le protocole installé, piscine, puis sauna, hammam et massage. Une séance dans un sauna est nécessaire. La température oscille entre 70 degrés et 90 degrés, allant jusqu'à 100 degrés pour les personnes qui peuvent supporter la chaleur. La durée dans un sauna est de 60 à 90 minutes, espacée par des douches froides ou par la piscine. Les bienfaits du sauna: désencombrement des voies respiratoires, détente et relâchement des tensions musculaires. Tous ces bienfaits sont le résultat d'une forte transpiration. Dans cette chaleur humide, les pores de la peau se dilatent et le corps badigeonné avec saboun zeir, savon naturel, pour permettre un gommage avec le kessa, fait par une professionnelle. Ce gommage permet d'éliminer les cellules mortes. Le jacuzzi, un bain chauffé entre 37 degrés et 40 degrés. L'eau est filtrée, traitée et recyclée en permanence. Ce bain animé par des remous, provoqué par une injection d'air qui engendre un hydromassage et favorise la circulation sanguine. Les massages existent depuis des siècles pour leurs bienfaits relaxants. Après des recherches, des études ont prouvé leur véritable intérêt. Cela augmente l'activité et l'état d'alerte du cerveau, réduisent le taux de cortisol, l'hormone du stress, améliore la qualité du sommeil et des effets positifs sur le système immunitaire. Après une bonne séance de bien-être et de relaxation, on repart avec le sourire plein les dents et la forme plein le corps. Beaucoup de bienfaits de l'hydrothérapie, n'est-ce pas, docteur? Oui, c'est bien. Et ensuite, je crois ce qu'on présente ici, bon, c'est le cadre, le décor est très beau, mais très beau, ça a un prix. Par exemple, le fait le fait de l'humidité chaude, tout ça, nous on a ça dans nos hammams. Je crois que c'est une tradition qui existe chez nous, mais qu'on a perdu. Mais ce qu'on a perdu, qu'on a délaissé, les hammams parfois sont rebutants au point de vue hygiène, au point de vue... Je crois que sans développer ces endroits luxueux, moi je ne suis pas contre, mais ça, je crois qu'il faudrait, je reviens à mon doigt, il faudrait aller au hammam, on peut faire le massage. Attention, 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 le massage, c'est ce qu'on appelle le kiyes, ou le kiyesa. Attention de ne pas se faire masser, il faut se faire masser par quelqu'un de compétent qui a une formation. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de masseur ou de kiné à l'intérieur d'un hammam. Il y en a quand même des hammams qui ont cette prise de conscience et qui ont effectivement fait appel à des gens expérimentés, à des gens qui sont habilités, compétents et habilités à faire ce genre de message. Alors, pour revenir à l'hydrothérapie, pour revenir donc au spa, au hammam que l'on connaît, donc c'est une tradition, comme vous l'avez dit, c'est une tradition quand même qui date depuis des centaines d'années, mine de rien. Plusieurs années. Voilà. Par exemple, quand il y avait les hammams dans le monde musulman, les Européens n'avaient pas de lieu de sanitaire, il n'y avait pas de... Voilà. Ce qu'on raconte sur le château de Versailles, à l'époque, hein, c'est pas beau à sentir. Donc, pour revenir justement à cette tradition, à cette belle tradition, alors, l'hydrothérapie, donc là, à travers le reportage de Maya Amrani, elle nous a énuméré quelques bienfaits de l'hydrothérapie. Mais l'hydrothérapie, donc nous, c'est une tradition. Donc les femmes y vont chaque semaine. Généralement, c'est vraiment un rendez-vous hebdomadaire. Voilà. Mais sinon, sur le plan médical, donc comment vous pourriez recommander cette tradition? Cette tradition, on va aller plus loin. C'est pas une thérapie en elle-même, c'est pas l'eau. Je crois c'est un adjuvant, c'est-à-dire quelque chose qui accompagne un traitement médical pur. L'important, c'est pas de dire je vais aller dans tel endroit, je me prends ma douche ou je prends mon sauna. Non, je crois que c'est un adjuvant et ça aide. Deuxièmement, ça devient une thérapie
quand il y a par exemple une fracture ou là qui nécessite une rééducation. D'autant plus notre pays, on est bien gâté, docteur, il faut dire, par les stations thermales. Bien sûr, ça c'est important. L'eau en elle-même est un élément essentiel. La nature de l'eau, par exemple, ça change entre une eau minérale et une eau la mer, une eau marine qui est salée, c'est beaucoup plus. Deuxièmement, le spa, pourquoi c'est important? C'est dans le sens où il y a ce bouillonnement, moi je dis bouillonnement, et bien c'est un massage. Quand on se baigne et quand on nage, et vous avez un massage, c'est l'eau, vous luttez contre l'eau. Et j'ai dit que quand il y a une rééducation physique, anatomique du membre inférieur ou des mains, la rééducation dans l'eau rend le corps plus léger. Le bras, il est plus léger. Les pressions et les contraintes n'existent plus. Donc, à ce moment-là, c'est important. Ça permet, et c'est un massage physiquement parlant, c'est un message ajouté au bouillonnement. Tous ces éléments-là. Ensuite, vous avez la chaleur et vous avez l'humidité qui permet, par exemple, la respiration, ça c'est important. Deuxièmement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet de diminuer grandement, c'est ça le truc essentiel, le recours aux doigts, aux médicaments, aux anti-inflammatoires. Donc vous voyez que toute prise en charge est une chose, je le dis, je le répète, le système national de santé. L'Algérie a été, et elle est toujours, quoique moindre, il faudrait redonner une petite insufflation. On a créé par exemple le centre de thalassothérapie, c'est-à-dire par l'eau de mer. Vous savez que ça a permis, le système national a permis, avec le système de prise en charge, la case orale, tout ça, qui prend en charge 80% du séjour, a permis à des millions, je dis bien des millions d'Algériens et d'Algériennes et de personnes âgées qui ont surtout besoin de ça, et même celles qui ont des problèmes de cancer du sein et tous ces éléments. Et ensuite, c'est un lieu de détente. Ça a été mis... la détente, effectivement. Psychologiquement en parlant, vous savez, j'ai travaillé dans un centre de thalassothérapie ici à Alger, Vous savez que c'était une prise en charge complète. Il y avait des médecins rééducateurs qui sont toujours, que je salue, qui s'occupaient du traitement de la prise en charge, parce qu'une science où nous avons l'hôpital de Texaraï, nous avons beaucoup de structures du système de santé qui permettent ça. Et à ces différences, vous avez tout ça. Le centre de Thalasso, et c'est pris en charge par la sécurité sociale, par les œuvres sociales. Et vous savez, c'est très très important. Moi, je ne comprends pas pourquoi on dit que le système national de santé, il n'est pas bon. Quand on l'utilisait, quand on le respectait, à ce moment-là, c'était... Vous savez, j'ai rencontré des personnes âgées, femmes et hommes, qui n'ont jamais mis les pieds dehors pour leur bien-être. Eh bien, grâce à une prise en charge de la case orale, moi j'ai la CNAS, j'ai l'ancien de la CNAS, elles ont passé 21 jours. Il faut les voir comment qu'elles étaient heureuses, détendues, et elles oubliaient un temps leur douleur, parce que et ça leur permettait, c'est ça, de bouger et de se mouvoir. Allez, pardon. Justement, juste pour terminer sur un point, docteur. Donc, on a dit que le hammam, pour les femmes particulièrement algériennes, c'est un rendez-vous hebdomadaire, mais qui n'est pas structuré. Donc, c'est une activité qui n'est pas vraiment structurée à l'intérieur du hammam. L'hygiène aussi doit jouer. Mais sinon, pour ce qui est de l'hydrothérapie, donc vraiment la remise en forme, structurée pédagogiquement, en compagnie donc de spécialistes, est-ce que vous recommandez ça? Comme adjuvant d'un traitement. Voilà, est-ce que vous recommandez ça? Juste pour la prise en charge de la personne, juste pour la remise en forme, ou en cas de douleur, par exemple. Est-ce que ça devrait entrer dans les mœurs, dans la pratique, finalement, du citoyen? Premièrement, ne pas aller vers ces endroits d'hydrothérapie, ces hammams, ces massages, ces trucs. Il faut toujours avoir l'aval d'un cardiologue. Ça, c'est extrêmement important. C'est pas, il faut y aller. Deuxièmement, moi...
comme adjuvant de traitement pour lutter contre le recours aux médicaments, je trouve que c'est très important de continuer un traitement et que les médecins soient conscients de ça, qu'il y ait des rhumatismes ou qu'il y ait des douleurs rhumatismales, pardon, que l'on conseille et que l'accès soit facilité et surtout que c'est des endroits. Oui, je suis pour le fait d'un petit peu de tourisme, si on veut. Je ne suis pas contre un endroit agréable. Pourquoi pas, docteur Hadja ou Farja? Hadja ou Kharja. Kharja. Hadja ou Kharja, il n'y a pas de problème. Là, c'est pas de problème. Mais ce qui est important, c'est sous contrôle médical. Et maintenant, en Algérie, on a formé des kinés, on a formé des masseurs, on a formé des infirmiers, que ça se passe dans une structure parce qu'il peut y avoir des accidents, entre guillemets. Et surtout, aller chez un cardiologue. Avoir l'aval, donc avoir l'aval, ça c'est très important. Et remise en forme, par exemple pour vous, pour ceux qui sont dans la régie, c'est important 1 ou 2 fois par semaine d'aller dans ces endroits et faire de la remise en forme. Ça c'est excellent et c'est très important, surtout pour la peau, l'eau et ça. Donc il y a que du bien-être et il faut que l'on développe ça chez nous, que ça devienne... ça devienne une culture finalement. Oui, voilà. Ça n'est pas quelque chose qui est nouvelle en Algérie. L'Algérie a une expérience, sincèrement a une expérience, parce qu'on avait le thermalisme, ce qu'on appelle le thermalisme. Nous avions une société nationale de thermalisme. Je crois qu'il faudrait revenir à ces pratiques-là, qui sont très importantes. Et ça va diminuer le doigt, ça va diminuer les complications des doigts et ça va diminuer ce recours insensé aux médicaments. Et surtout, ça va donner un très bon moral, docteur, il faut le dire. Oui, voilà. Ça c'est... Merci beaucoup, docteur. Merci encore une fois. Donc, on vous retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah, vendredi prochain, pour une autre thématique. Un bon coup au moral. N'oubliez pas que la définition de la santé par l'OMS, état de bien-être. État de bien-être, voilà. Physique, mental et social. On est en plein dedans ce matin. Merci beaucoup, docteur. Donc, on vous retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah, avec une autre thématique. Et on continue dans un petit moment. Donc, nous allons recevoir un artiste peintre. Donc, c'est un artiste qui a découvert son talent d'artiste peintre juste pendant ce confinement. Mais avant cela, on vous propose ce portrait donc, de Kamel Nour, qui lui aussi est un artiste peintre. Et c'est Maya Amrani qui l'a rencontré pour nous. Dans son appréhension du monde des arts, Kamel Nour, autodidacte, fait sienne les vertus du dessin comme moyen d'expression, et cela depuis son enfance. Explorateur infatigable, il parcourt le pays et s'enrichit de l'histoire, de la géographie et de la culture. Parmi ces régions, l'une d'elles a séduit notre artiste, c'est le Sud, et pris au plus profond de son cœur par les lieux. Alors moi je suis un authentique autodidacte, c'est-à-dire j'ai commencé par moi-même, j'ai appris à peindre dès mon jeune âge, dès l'enfance, j'ai appris comme les enfants, apprendre à badigeonner les couleurs avec les mains. Et après petit à petit j'ai développé mon don en côtoyant les gens, côtoyant les artistes, en organisant des expositions collectives avec. Donc j'ai commencé très jeune, à partir de 13 ans, 11 ans. Et ma première exposition réelle, c'était à partir de 99. J'avais 10 ans, 21 ans, 22 ans. C'était la première exposition, c'était à l'hôtel Saint-Georges. Dans son atelier, c'est là où tout commence, l'endroit où le travail et l'inspiration se croisent. La curiosité nous pousse à savoir comment l'artiste travaille. En fait, moi, dans mon travail, je prends le sujet avec ma propre appareil photo professionnel. Donc, je prends le sujet, donc je fais en quelque sorte un shooting de photographie à la personne. Puis, je pique la meilleure photo et puis je la traite avec un logiciel graphique spécial. Et par la suite, je commence la reproduction en peinture. C'est-à-dire, ce que je vois, je repeins, je reproduis en peinture. En peinture, mais certainement vous l'embellissez. Oui, certainement, c'est le challenge. Ici commence le travail de création. Donc, la création rentre en jeu ici avec les couleurs, la palette qui doit être riche
et aussi l'ombre et la lumière aussi. Cette répétition incessante du thème de la femme nous offre l'opportunité de découvrir que l'artiste évolue aussi bien dans le figuratif que dans l'abstraction. Les couleurs du sud de notre grand pays, d'abord, c'est l'orange, le jaune, le violet, enfin une harmonie extraordinaire qui m'est restée dans la tête et que vraiment je suis... le sud, c'est surtout le coucher de soleil le plus beau du monde. Alors à Janet, à Separ, à Las Crèmes, on retrouve l'orange, on retrouve le rose, on retrouve le violet, une harmonie extraordinaire. C'est ce qui donne aussi la particularité de notre pays, donc la particularité de notre pays, l'Algérie, qui fait presque la superficie de l'Europe. Donc des couleurs extraordinaires, particulières, et qui donnent aussi l'identité de notre pays, l'empreinte de l'Algérie. Ces œuvres considérables décrivent minutieusement les modes de vie et les mœurs avec une grande sincérité et cet attachement culturel pour le Grand Sud. On voit ici le paysage du Sud avec les couleurs du Sud, le bleu, l'orange, le violet aussi surtout, qui m'a vraiment impressionné. Le violet, la couleur violet, qui m'a vraiment marqué au Sud. Et l'orange aussi, le crépuscule. Comme on voit dans ce tableau, il y a la tenue tergui que la femme porte dans des occasions comme des mariages, comme dans les festivités au courant de l'année. On voit les bijoux en argent. On voit aussi la tenue, on voit aussi la couleur du tissu. La doyenne de l'Imzad, installée sur son tapis, elle accorde son instrument, dont elle tirera une musique étonnamment raffinée. Quant à l'homme Targui, surpris dans l'un de ses rituels quotidiens, la préparation du thé servi en 3 fois. Le premier sera amer comme la vie, le second fort comme l'amour et le troisième suave comme la mort. Dicton Targui, le portrait d'une femme kabyle radieuse comme un jour de printemps, parée de ses plus beaux atours, elle s'en va à travers les chemins en chantant. Et cette rousse à la chevelure flamboyante, rencontrée par hasard et dont l'image est restée figée dans la mémoire de notre artiste. Oui, en fait, oui, ici, je peins les cultures du monde. Je peins aussi la culture asiatique, la culture européenne. Il faut dire quand même que l'Algérie maintenant est ouverte sur le monde, à toutes les cultures. Maintenant en Algérie, on retrouve des Chinois, la culture asiatique, on retrouve des Européens, on retrouve des Espagnols, on retrouve de tout le monde. Avec l'Algérie qui s'ouvre, l'Algérie contemporaine maintenant, qui s'ouvre sur le monde, qui s'ouvre aussi sur le tourisme. Et c'est une occasion pour l'artiste aussi pour être inspiré de tout le monde, de toutes les cultures. Parmi tous ces portraits humains, Kemen Noor n'oublie pas le monde animal. Ce tigre du Bengale nous éblouit par son regard et sa belle fourrure. Le tigre de Bengale, pour moi, selon moi, représente la force, la beauté aussi, représente la sagesse aussi. Et c'est un animal qui représente le Moyen-Orient, représente la culture asiatique. Une certaine nostalgie pousse l'artiste peintre à retrouver les scènes de son enfance, des femmes comme des colombes enveloppées dans le haïk faisant la conversation. Dans ce monde pictural, nous voyageons et le rêve nous transporte vers des contrées lointaines. Et voilà, de retour sur le plateau et place à l'art cette fois-ci. Et parmi nous ce matin, Faisal Znati, bonjour. Bonjour. Marhaba. Ça va, vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Depuis le confinement? Bah écoutez, je me suis occupé. Beaucoup de belles choses. Avec Beaucoup de belles choses ont été découvertes finalement durant le confinement. Absolument. Ouais. Voilà, alors comme je le disais ce matin au sommaire, alors Faisal, lui, il est notaire. Oui, c'est bien ça. Voilà, et il est venu à l'art, on va dire grâce au Covid.
On va dire grâce au Covid et on va dire oui, c'était la raison principale. On va dire j'avais quand même beaucoup de temps libre, etc. Ouais. Je voulais l'occuper avec quelque chose qui soit positif et beau finalement parce que apporter l'art dans des petites choses du quotidien pour changer un peu de cette thématique qui est quand même qui nous préoccupe tous. Voilà. Alors, effectivement, donc vous avez profité un petit peu de cette coupure, on va dire, avec le monde professionnel. Absolument. Et donc, vous avez découvert, on va dire, votre talent, mais j'imagine qu'il y a eu quand même, le talent était caché quelque part. Vous avez dû rencontrer à un moment dans votre vie votre talent que vous avez peut-être délaissé. Absolument. En fait, c'est une histoire qui a commencé au lycée. C'était mon prof de sport, donc prof de dessin, pardon, et qui m'a initié en fait au pinceau. Et après, j'ai délaissé ça, les études et tout ça. Et finalement, j'avais décidé de me reprendre en main. Et je me suis dit pourquoi pas essayer ça sur quelque chose, sur d'autres supports que des toiles. Donc j'ai essayé avec, vous allez voir tout à l'heure, des petites boîtes, etc., qui ont des thématiques. Et c'est de là que mon histoire a commencé. Et ça se perfectionne avec le temps. C'est-à-dire que les premières boîtes étaient moins réussites. Et puis par la suite, c'était parfois difficile de trouver un sujet, etc. Et vu le temps libre qu'on avait à disposition, je l'ai rentabilisé avec ça. Voilà. Vous l'avez rentabilisé. Mais sinon, bien entendu, vous avez profité quand même du confinement, mais il y a quand même un élément déclencheur. Par rapport à ça? Par rapport à ça. Oui, absolument. C'est par rapport à l'élément déclencheur, en fait, j'avais plusieurs hobbies auparavant. Voilà, je cherchais la réponse. Donc j'avais plusieurs hobbies auparavant. Plus grand, c'est aimer découvrir. Voilà, donc aimer découvrir. Je voyageais énormément et tout ça. Et donc par la suite, avec cette coupure, donc je me suis dit pourquoi pas un backup de ce que j'ai vu, de ce que j'ai découvert sur ce que je produis aujourd'hui. Voilà. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Je peux vous dire, par exemple, certaines des thématiques. J'ai un ami sur Instagram qui m'a dit « Et maintenant qu'il n'y a plus de vol, où est-ce que tu vas y aller pour tes vacances ?» J'ai dit « Je vais partir sur la Lune » et j'ai produit cette boîte-là. Et vous êtes parti sur la Lune à votre manière. Je suis parti sur la Lune, voilà. Il y en a aussi une autre, bon, c'est un problème de tous les jeunes d'aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Il m'est arrivé de passer du temps avec des amis et on est tous sur c'est le notre fléau téléphone. social en ce Absolument. moment, le plus grand fléau social. Et j'ai essayé d'associer en fait entre les deux. J'avais déjà visité le Vatican, il y avait une énorme fresque, ça s'appelle la création de l'homme, et j'ai rajouté à la création de l'homme donc un peu de Van Gogh et un peu de Michelangelo, et j'ai rajouté un petit téléphone donc pour illustrer ce fléau, voilà, donc et que j'ai offert bien entendu à la personne concernée. Je suis aussi un amoureux d'Alger et de l'Algérie en général. J'ai eu l'occasion de visiter justement pendant cette pandémie. Alors, j'en ai fait sur quelques bâtiments. Oui. Donc ça, c'est pour un ami qui a fait une photo sur la mosquée cette mosquée qui se trouve à Alger. Donc et je l'ai reproduit en boîte. Ça, c'est un immeuble aussi qui existe sur Alger Centre aussi. Donc c'est un sujet architectural. Oui. Il y en a d'autres qui traitent de. Il y en a un ce que vous avez, c'est des petites orques que vous avez. Ouais. J'ai eu la chance lors de mes voyages d'en voir. Donc ça m'a inspiré pour. De voir un spectacle. Non, pas un spectacle, non, pas du tout. De les voir en pleine nature. De les voir en pleine nature. Californie, oui. Et donc, voilà, de les voir en pleine nature, donc vous avez été un peu plus sensible lorsqu'on les voit en spectacle, généralement. Voilà, donc il y a toujours un message derrière. Voilà, donc, derrière ça. Alors, vous peignez, donc on voit que quand même beaucoup de vos sujets, beaucoup de vos thématiques, donc il y a déjà votre travail à vous, il y a déjà votre inspiration à vous, mais sinon il y a d'autres inspirations, donc on a vu La Nuit étoilée. Oui. Absolument. Donc moi, mes inspirations, donc en général, ce sont déjà
ce sont déjà de grands peintres ou artistes qui ont déjà fait quelque chose. Alors c'est une inspiration et c'est pas une reproduction. La différence entre les deux, c'est qu'il faut noter que pour faire une reproduction, c'est de respecter exactement. Et ce n'est pas le cas pour moi. C'est juste une inspiration. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est aussi c'est une sous-tasse. Donc c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Et voilà, avec une petite inspiration de Van Gogh. Ça aussi c'est du Van Gogh. Donc voilà. Et ce sont des inspirations, juste des inspirations. Ça c'est Frida Kahlo aussi, c'est du Frida Kahlo. Donc je m'inspire de grands maîtres, mais je n'essaie jamais de reproduire. Non, ce n'est pas une reproduction. Donc il y a toujours une touche personnelle, personnalisée de votre part. Voilà, c'est ça. Absolument, c'est le cas. J'en ai fait aussi, je ne sais pas si on peut voir ici. Alors, j'ai trouvé des socles tout simples, mais ça, c'était pas coloré au début, c'était juste des petits morceaux d'argile. Donc, voilà, c'était des pièces. Voilà. J'ai appelé ça la bougie poétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle porte un message à l'intérieur, comme celui que vous avez, c'est un nour. Mais en fait, on ne découvre qu'après avoir allumé la bougie, parce qu'une fois qu'elle est coulée, ça fait à peu près ça. Donc, une fois que c'est coulé, donc c'est un message. Alors, elle est parfumée et donc elle porte un message. À tout hasard, je vous offre celle que vous avez entre les mains, comme ça. Vous me diriez le message qu'elle porte. En général, enfin, tous les messages sont des messages gentils quand même, hein, donc, et inspirants. Donc, ça aussi, c'est une inspiration. Voilà, voilà. Donc, ça ressemble à un petit macaron, mais en fait, voilà, c'est pour apporter un peu plus de gaieté en cette période-là. Voilà. Alors, Faisal, il faut dire que vous êtes, on va dire, vous êtes lancé un petit peu dans ce domaine depuis le confinement jusqu'à présent. Donc on voit que vous avez fait quand même beaucoup de productions, mine de rien, beaucoup d'expressions artistiques. Qu'est-ce que tous ces objets vont devenir après? Alors, il y a déjà beaucoup de propriétaires sur ces objets-là. Je les ai offerts donc, à titre gratifiant on les remercie alors de patienter, parce que je sais très bien que lorsqu'on est propriétaire d'un objet artistique, on a très vite envie de l'avoir chez soi. Et j'ai beaucoup de pression par rapport à ça. Donc, il y a des amis qui savent que j'ai déjà offert une boîte à tel ou à un autre, et donc chacun attend sa boîte. Mais il faut trouver vraiment une thématique pour le faire. Je ne veux pas juste créer une boîte et l'offrir juste quoi. Je cherche toujours une inspiration. Dommage que je n'ai pas ramené une autre boîte. C'est pour un ami cardiologue justement qui traite du sujet de la cardiologie, etc. Et maintenant j'ai oublié la question que vous m'avez posée. Vous êtes toujours dans la réponse en tout cas. J'avais dit qu'est-ce que ces boîtes vont devenir. Ces boîtes vont devenir. Alors ce que je voudrais, puisque bon, j'ai déjà un métier et tout ça, et je ne voudrais pas abandonner ce que je suis en train de faire, il se peut que plus tard... Tant plus que c'est noble ce que vous faites. Voilà, donc, et j'aimerais que peut-être plus tard les offrir à une association qui pourrait en profiter pour les vendre et récolter les fonds pour des associations. Il y a tellement d'associations, etc. Donc, ça serait vraiment quelque chose de sympa si je pouvais organiser ça par la suite. Et ça serait donc, ça sera gratifiant pour moi donc de faire un geste pareil. D'autant plus que votre travail est tout juste magnifique. Je vous remercie. Il nous parle. Alors, vous avez dit donc lorsque vos amis, bien sûr, ils t'ont donc il y a chacun qui veut avoir son quota, c'est tout à fait normal. Et puis chacun et puis c'est personnalisé. Voilà un peu la spécificité de la chose, c'est que chaque boîte ne ressemble pas à l'autre. Et c'est ce qui fait finalement toute la magie, on va dire, de ces produits. Mais sinon, là, vous me dites que lorsque l'un de vos amis vous demande un travail, vous demande donc un cadeau, on va dire, et donc vous allez chercher une inspiration. Donc finalement, vous ne faites pas que de l'art, vous faites aussi de la recherche, vous faites aussi de la psychologie, parce qu'il faut que cette boîte ressemble à son propriétaire finalement. Absolument. Ça vous fait beaucoup de travail, beaucoup de plaisir. Ça me fait beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir. C'est un échappatoire. C'est vraiment, je dirais, c'était presque le seul échappatoire quand on était presque au confinement total. Donc on ne pouvait pas ni se déplacer à l'intérieur du pays ni à l'extérieur, ni pratiquer du sport en salle. Donc c'est le seul échappatoire que j'ai. Et maintenant, c'est devenu une passion. C'est-à-dire quand on pratique quelque chose, maintenant, ça devient... je suis totalement absent, j'éteins mon téléphone, voilà, donc dans le meilleur des cas, je mets un peu d'un fond musical, mais c'est tout ce que et j'essaie toujours de
créer quelque chose de différent. C'est un moment d'exil finalement que vous vivez. Hein. Et en fait, pour réaliser sur un support qui est juste à 10 cm et 15 cm, c'est-à-dire que le détail est très important et il faut être concentré parce que chaque trait, il faut dire par exemple que ici la taille de l'œil ne dépasse pas les 3 mm, la taille du nez, et ainsi de suite. Donc c'est un travail très très minutieux. Donc ça demande beaucoup de... on s'investit dans ce travail. Voilà, c'est le mot. On s'investit. Voilà, donc, mais sinon, là, vous travaillez donc à base de coffret. Donc l'étoile, on sait très bien que c'est très disponible. Mais sinon, comment vous faites pour avoir la matière première, on va dire. Première. Alors, c'est aussi une innovation, ça va vous faire, donc, alors ça, c'est une boîte que j'achète. Ça, c'est une boîte que j'achète directement, toute prête que je commande. Donc, c'est un socle en bois. Tout ça, c'est du bois. Après, je me suis dit, pourquoi pas intégrer de la céramique, parce qu'en fait, la boîte que vous voyez ici, c'est une céramique. Si vous allez ouvrir la boîte, vous allez voir qu'en fait, c'est une dalle en céramique. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je trouve que c'est plus esthétique. C'est un biscuit, finalement. Oui, c'est un biscuit. D'accord. C'est plus... je trouve que ça donne un meilleur résultat. Ça donne un meilleur résultat et donc c'est aussi de l'innovation. Je cherche ça. Ça, c'est aussi des morceaux de bois que je trouve, que j'achète aussi et que je transforme finalement en sous-tasse. Voilà. Donc c'est la matière première, je l'achète dans des boutiques qui sont pas forcément spécialisées dans tout ce qui est artistique. Ça pourrait être une tasse, ça pourrait être autre chose, ou bien, comme dans mon cas, je trouve des artisans qui font ce genre de... Voilà, mais sinon, là, c'est un choix quand même assez judicieux ce matin pour ce qui est de l'espace, du moment que hier, il y avait un événement universel, on va dire international et mondial, et qui fait l'actualité mondiale d'ailleurs, ou le satellite. Donc, c'est posé sur la planète. Pardon. Vous pouvez voir qu'il y a un satellite qui mesure à peu près 5 mm ici. Je ne sais pas s'il est visible ou pas. Donc, c'est toujours dans le détail. Dites-moi, j'arrive pas à retrouver. Alors, je vais vous le montrer. Il est tout juste là. Oh, bon, je n'ai pas vu du tout là-bas. Je suis vraiment cherchée. Il est tout juste là-bas. Et ben voilà, c'était on va dire une peinture prémonitoire. Absolument. Voilà. On pourrait. Voilà, ben merci beaucoup Faisal. Peut-être on va terminer sur vos objectifs, vos projets, peut-être, pardon. Alors, mon objectif, en fait, j'aimerais bien aussi transmettre ça. Donc, c'est-à-dire que mon objectif, c'est de transmettre ça, c'est de faire perpétrer et de trouver toujours un support, on va dire insolite, pour apporter, si vous voulez, de l'art à portée de main. C'est ça, c'est-à-dire qu'un objet du quotidien qu'on pourrait utiliser dans sa salle de bain, qu'on pourrait utiliser à table, etc. Et en apportant une touche artistique à ça. Inch'Allah, on vous souhaite beaucoup de succès. Alors on rappelle que vous êtes un artiste complet parce que vous êtes déjà notaire, vous faites de très belles choses et vous parlez plusieurs langues aussi. Vous êtes polyglotte, mine de rien. Voilà. Merci beaucoup Faisal d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite une très belle continuation dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup pour votre invitation. Là, ici, à tout moment. Et on continue notre émission et cette fois, ça va être un portrait qu'on vous propose sur donc Amir Amirouche, lui qui s'intéresse au sport extrême et c'est Rilas Ould Hamouda qui l'a rencontré. Un athlète de club CSG qui fait beaucoup de disciplines, exactement c'est les sports extrêmes. Je fais toutes les disciplines, donc où il y a de l'adrénaline, où il y a du risque, je me mets à fond. On commence par les sports de mer, on a le surf, le kitesurf, le windsurf, la plongée sous-marine. C'est ça les disciplines. Il y a pas mal de compétitions en Algérie, organisées par le club. J'ai eu 2 titres déjà, champion d'Algérie, paddle et surf. Donc c'est des méga rencontres où on trouve les surfeurs d'Algérie dans toutes les wilayas, Oran, Béjaïa, Alger, tous les surfeurs. Et c'est ouvert pour d'autres gens qui veulent le sport اللي نديرو فيه باش يدخلوا فيه يتعلموا et tout. Touch the ground, yeah I'm flying, rapidly moving without you I'm les sports de montagne, on a l'escalade, le slackline, le highline. Le slackline c'est un fil qui fait de 7 ou 8 cm, on obtient l'équilibre تاعنا on marche avec le slack. Le high, c'est un slack mais plus long. On a des randonnées où on marche beaucoup de kilomètres. Donc on fait le snowboard et le ski.
Et parfois on fait des campings et tout. Donc le club a été créé en 2009. On a créé le club en 2014. J'avais 14 ans, 15 ans. Donc j'ai essayé de faire toutes les disciplines. Tu vois, j'étais un débutant, maintenant je suis un amateur. J'espère bien devenir un professionnel. J'ai beaucoup de titres, presque toutes les disciplines, surf, escalade, VTT. Voilà, c'est un club d'aventure aussi. Parmi les premiers titres, on a fait le surf. Donc le surf, j'ai eu la méga rencontre 2014, la méga rencontre 2015, deuxième place champion d'Algérie. En 2017, champion d'Algérie en escalade. Et je suis dans l'équipe nationale du kitesurf. J'espère bien sélectionner les Jeux Olympiques 2024. C'était prévu les Jeux Olympiques 2020, mais Corona, c'était prévu au Tokyo, donc à Paris 2024. Donc les disciplines, le club il essaie d'avoir des athlètes professionnels, l'escalade, le skateboard, le surf et le kitesurf. Donc c'est ça les disciplines les Jeux Olympiques. Déjà le kitesurf il est dernièrement intégré par l'État, la fédération algérienne, donc parce qu'il était un sport normal comme des autres sports de glisse. Il y a beaucoup de sports de glisse qui le skimboard, le bodyboard, tu vois. Même la fédération de voile. Donc dernièrement, il était intégré par l'État. Ils ont organisé des compétitions pour rentrer dans l'équipe nationale. Je suis un athlète, tu vois, l'équipe nationale a besoin de moi, l'Algérie a besoin de moi. Tu vois. Et donc ils ont fait des compétitions et tout. Les sportifs, les athlètes de glisse, ils ont fait le stage à Hadaya, ils ont fait la compétition à Hadaya. Donc ils ont choisi les top 10 de l'Algérie. Il y a des autres athlètes des autres wilayas et tout. J'espère bien d'être un athlète professionnel et sérieux. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Kenza Nchar est parmi nous ce matin. Kenza, bonjour. Bonjour Nour. Ça va Kenza? Ça va, alhamdoulilah. Alors il y a quelque chose qui manque aujourd'hui Kenza depuis vendredi dernier. Ouais. Ouais. Deux choses qui manquent. Deux choses, exactement. D'abord les tresses, la coiffe. Les tresses et le tessernest. Tessernest. J'arrivais pas à retenir, j'allais dire melhfa pour aller court. Tessernest. Bah écoute, faut bien. J'ai tellement de respect pour ces femmes-là que parce que elles, quand elles portent ces tenues, elles ont une bonne signification. Elles peinent tellement à bien garder. Donc on va pas faire de l'appropriation culturelle. Je descendrai. Il faudrait que je vive encore un peu davantage avec ces femmes-là pour bien comprendre tout leur sens et bien porter leur culture, hein. C'est porter effectivement, aussi leur donc il faut dire que la coiffe, que la tenue, que les couleurs choisies, tout ça sont des codes. Finalement, ce sont des codes de communication. Exactement. Et c'est bien beau, je m'y plaisais, hein. Oui. Je m'y plaisais, mais en tout cas, ça t'allait super bien. Merci. Une chose est sûre. Merci, voilà. Merci. Mais sinon, Kenza, on reste ce matin avec l'engagement citoyen, comme chaque vendredi. Exactement, exactement. Donc, pour la rubrique de cette semaine, nous allons un petit peu revenir sur les différents événements qui ont eu lieu cette semaine. Donc, il y a eu le 13 février, où c'était la commémoration du 61e anniversaire des explosions Aragan, des explosions nucléaires. On ne va pas dire des essais, mais c'est des crimes humanitaires, voire
écologique. Et donc là, voir, parce que la population locale... Et l'impact se perpétue jusqu'à ce jour, et voire même qui va se répercuter encore sur les générations à venir. Hein, si le parent porte le germe, ça va se répercuter sur toute sa progéniture. On l'a bien vu, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas au terme de leur grossesse, ou voire même quand il y a des naissances, des enfants sans nés en malformation. Et c'est des poupées, ils sont innocents, ils ont rien demandé. Donc justement, la société civile s'est mobilisée à travers les réseaux sociaux, donc un petit peu pour revenir sur ces faits-là, et aussi un petit peu pour faire l'appel pour les droits de ces populations, par exemple pour et surtout l'appel à la France pour sa responsabilité. Donc il y a pour l'indemnisation des familles. Jusqu'à ce jour, il n'y a eu qu'une seule famille qui a été indemnisée. Et puis encore, par exemple, dans la construction d'un hôpital spécialisé au niveau de cette région-là, parce qu'il faut tout un accompagnement de ces familles-là, parce qu'ils souffrent, c'est un quotidien. Quand on a un enfant qui a une malformation, non seulement il peine à faire ses propres besoins, hein, sa vie de se déplacer ou autre, mais aussi ça se répercute sur toute sa psychologie, sa scolarisation et son épanouissement et son insertion au niveau social. Donc c'est très important de prendre en charge ces populations, et puis aussi la décontamination des lieux-là. Donc ça, c'était l'appel des différentes organisations de la société civile. D'ailleurs, comme on va voir par exemple l'Académie de la jeunesse, qui a aussi, elle, fait un appel à travers les réseaux sociaux. Donc voilà, et puis aussi il y a une caravane humanitaire qui a été en collaboration avec les organisations de la société civile, donc avec les différentes instances de l'État qui sont descendues justement pour ces familles-là, une caravane humanitaire qui a surtout pour des appareils respiratoires et tout type de matériel médical justement pour ces populations-là. Donc restons aussi toujours sur la mémoire. Donc hier c'était la journée nationale aussi du Shahid. Donc les associations sont revenues sur cette journée-là à travers différentes initiatives, donc des conférences avec la présence de Moudjahidines qui étaient là en train de faire la narration de ce qu'ils ont enduré, cruellement vécu, donc pour les jeunes d'aujourd'hui, mais aussi il y avait des campagnes de reboisement, toujours au nom des shuhada. Et puis aussi donc il y avait des marches commémoratives justement aux tombes des shuhada, toujours les associations. Donc on va le voir en image. C'est toujours très important de rappeler cela, et surtout on a bien vu, on va voir sur les photos, l'implication des enfants dans ces différentes initiatives, parce que c'est très important si on veut aller, on le dit toujours, si on veut aller loin, il faut savoir d'abord d'où on vient, il faut qu'on connaisse notre histoire, et c'est aussi ça renforce la connaissance de notre identité et surtout la préservation de notre identité. Donc l'implication des enfants dans ce genre d'initiatives sont très importantes. Donc on voit là les photos des scouts musulmans algériens un peu partout sur le territoire national. Donc voilà, donc par la suite concernant notre engagement citoyen de la semaine, c'est un jeune très brillant qui a été en 2009 qui a lancé une page qui s'appelle 1001. Donc il s'appelle Sofiane Wadahi. Donc Sofiane Wadahi, qu'est-ce qu'il a fait? En 2009, il a lancé une page qui s'appelle 1001, qui était une page qui s'intéressait beaucoup à la culture, au tourisme, mais par la suite, elle a eu un bon nombre de followers, mais par la suite, l'administration de Facebook a fermé cette page-là. Il y a eu naissance d'autres pages, mais toutes ont fini par périr parce que c'était pas l'initiateur de la page qui était admin de ces pages-là. Donc elles ont toutes fini par fermer. Mais Sofiane est tellement jaloux par le savoir qui est en train, avec son équipe, qui est en train de partager à travers sa page 1001. Donc il a carrément créé un groupe
donc en décembre 2018, il a créé un groupe justement qui s'appelle 1001 où il partageait en collaboration avec ses différents admins, tout simplement du savoir dans tous les domaines. Alors il y avait tellement de publications donc la page a quand même par exemple comme derrière chaque, elle a atterri jusqu'à disons carrément 2 millions de followers sur cette page-là. Donc il y avait tellement, les gens étaient tellement, parce que c'est vrai que les administrateurs postent par exemple leur voyage, postent leurs différentes initiatives, des recherches. Donc il y avait tellement d'un flux d'informations extraordinaire jusqu'à ce qu'ils ont carrément créé maintenant 44 groupe 1001. Donc on a groupe business, on a 1001 business, on a 1001 technologie, on a 1001 spécialisé finalement. Spécialisé, et c'est très interactif où il y a les admins du groupe, mais il y a aussi des personnes, par exemple si on rentre par exemple dans ce groupe-là, dans ce groupe Siaha par exemple, dès qu'on rentre dans ce groupe-là, je rappelle c'est sur Facebook, dès qu'on rentre, on est là pour partager nos différentes initiatives. Donc il y a eu une certaine communauté qui s'est créée dans ces groupes-là, et qui dit communauté, on est toujours là dans l'initiative, dans l'engagement citoyen. L'Algérien est bien connu pour cela. Donc par exemple comme Siaha, ils ont carrément fait des caravanes touristiques mais aussi solidaires, donc à des caravanes humanitaires dans différentes régions de l'Algérie. Ils font aussi dans la sensibilisation par exemple des dons de sang, ou venir en aide aux différentes personnes qu'ils rencontrent. Donc par exemple il y a aussi un groupe Job où il y a la publication de métiers, de recherche d'emploi, ou des personnes qui proposent, qui cherchent à recruter des personnes. Donc ils ont été très intelligents de passer d'une page à groupe. Il faut savoir que quand on veut bien véhiculer une information sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, c'est toujours plus impactant et plus ciblé. L'information arrive mieux quand on est adhérent dans un groupe. Parce que quand on est adhérent dans un groupe, on a directement une notification qui nous provient dès qu'il y a un ami qui publie dans ce groupe-là, ou dès qu'on a donc l'information est mieux canalisée dans un groupe. Donc ils ont carrément aujourd'hui 44 groupes différents. Donc il vous suffit juste par exemple si vous êtes dans le business, donc vous pouvez juste taper 1001 business, et là vous avez leur groupe 1001 culture, 1001 livres, 1001 humanitaire. Donc ils ont voilà, et tout ça ça ne fait que lever le voile sur le potentiel des jeunes algériens. Donc par exemple comme Siaha, c'est vrai que majoritairement c'est des Algériens, mais comme c'est une communauté de partage, il y a beaucoup aussi de personnes de l'étranger aussi qui souhaitent visiter l'Algérie, qui souhaitent voir. Donc il y a toute une communauté qui s'est créée à travers ces différents groupes-là, et ça ne fait que lever le voile sur le potentiel de notre jeunesse algérienne. Et elle a été le président de la République hier, il a bien dit pour bien accompagner la jeunesse algérienne, et surtout pour qu'elle arrive aux sphères de prise de décision, et l'implication de la jeunesse algérienne dans la prise de décision, parce que l'État a investi, on a étudié, donc actuellement il est très important que d'avoir un retour sur investissement, d'avoir un retour sur investissement humain, parce que tout existe, les lois existent, il faut juste que la jeunesse soit bien écouter, et écouter, qui dit écouter, donc la concerter dans la prise de décision, non dans l'application des décisions, mais dans la prise de décision, surtout dans les domaines qui les concernent. Effectivement. Et justement, parlant de cette jeunesse et de l'implication de la jeunesse, demain, un événement se prépare entre l'Agence nationale des déchets et des ONG. Exactement, et des associations, parce qu'on l'a bien compris, nul ne peut, si on souhaite faire un équilibre social au niveau local, il est très important d'impliquer les différentes parties. Donc l'Agence nationale des déchets a fait beaucoup d'efforts, justement en collaboration avec les organisations de la société civile, que ce soit dans les campagnes de sensibilisation, dans le lancement de ces différents services pour le citoyen. Et d'ailleurs demain, avec l'Agence nationale des déchets, il va y avoir carrément donc des formations en direction de ces associations-là, mais aussi en
en établissant un plan de sensibilisation toujours dans la gestion des déchets avec ces associations, mais tout en des plans qui s'adaptent à leur localité, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a une stratégie de développement de déchets, mais l'Algérie, vous savez bien qu'on a un littoral, on a des montagnes, on a un Sahara, donc il est tout à fait normal que chaque région a ses propres conditions, ses propres caractéristiques, donc c'est important de faire impliquer la population locale qui, elle, sait qu'est-ce qui se passe au niveau local, justement, pour que le projet qui soit appliqué sur place ait un impact à court terme, mais surtout à long terme, parce que voilà, il a été fait en concertation avec la population locale qui s'est organisée à travers les associations. Donc c'est aujourd'hui et demain qu'il va y avoir ces différentes organisations. Et l'AND aussi, elle est très ouverte justement pour les associations. L'Agence nationale des déchets. Des déchets, voilà. Qui est très, qui dans toutes ses actions, elle implique les associations. Donc, par exemple, comme le salon de la gestion de déchets virtuels, comme chaque année, il y a toujours un espace consacré aux associations, parce que les associations font un effort énorme, que ce soit dans des campagnes de nettoyage, dans la sensibilisation de la petite enfance, solidarité, de la solidarité, et puis dans tous les domaines, dans tous les domaines. Et le fait que les jeunes participent à ce genre d'initiative, ça leur donne aussi une vision sur les différentes opportunités d'entrepreneuriat vert quand ils partent comme ça dans ce genre d'initiative. Donc voilà. Eh ben voilà. Merci beaucoup. On se retrouvera la semaine prochaine. Inch'Allah. Une escale qui se prépare d'ici là, Kenza? Chlef. Je vais partir pas très loin, mais c'est quand même une localité magnifique. Magnifique, justement, qui a la mer, mais qui a aussi une très très belle verdure. Donc justement, ça va être à Chlef. Ah ben voilà. Donc là, vraiment, on passe de deux paysages complètement différents. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Kenza. On se retrouvera la semaine prochaine. Inch'Allah, ce sera escale sur Chlef la semaine prochaine. Inch'Allah. Parfait. Allez, bonne semaine et puis bonne escale. Merci. Voilà. Merci. Et on continue. Et cette fois-ci, ce sera une pause musicale que nous vous proposons en compagnie de Abdellah Al-Kard qui nous interprète donc son tout dernier album. Dlam Leli était d'ailleurs l'invité de notre ami, de notre collègue Iman Mahlougaras la semaine dernière sur le plateau de Bonjour d'Algérie à partir d'Oran. Donc je vous laisse apprécier cette dernière chanson et on se retrouve juste après.
Sur le plateau, place à la musique. En ce moment, en compagnie de Mouloud Laïb. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors, vous êtes enseignant en musique. Oui. Et vous accompagnez ce matin Wassim Zerlani. Bonjour Wassim. Zerlami, pardon. Bonjour Wassim. Et vous êtes musicien, Wassim. Voilà, musicien en étudiant en musique. En canon, voilà, en canon. En canon. Alors Mouloud Laïb, vous êtes enseignant, on vous a reçu plusieurs fois sur notre plateau. Alors il faut dire que pendant le confinement, vous n'avez pas laissé tomber vos étudiants, vous les avez accompagnés, ne serait-ce que par les réseaux, à travers les réseaux sociaux. C'est la reprise ou pas encore? Pas vraiment. On a repris avec les anciens élèves du conservatoire pour finir l'année scolaire 2020. Et parmi ces élèves, c'est mon élève Wassim Zerlani. Donc c'est un élève, il est en train d'apprendre. Donc il est en 3e année élémentaire. Donc voilà. Et là c'est le conservatoire. Ah, vous avez l'élémentaire en Oui, conservatoire? on a l'élémentaire, on a le moyen, on a le supérieur. Très bien. Donc c'est des paliers. Voilà, c'est des paliers. Pour avoir un diplôme, c'est un institut. C'est un institut, effectivement. Voilà. C'est un institut de musique. Très bien. Alors Wassim, c'est le canon. Pourquoi le canon? C'est un très bon instrument. Il m'a vraiment plu. Il est très. C'est vrai que les sonorités du canon sont très particulières. Même lors de l'apprentissage, on aime jouer au canon. Alors, Wassim, c'est vous-même qui avez choisi de jouer au canon ou vous avez été orienté ou... Non, j'ai choisi le canon. Alors, d'où vient cet intérêt pour le canon? Alors, moi, j'aime bien la musique. Et c'était un échappatoire au stress de l'étude. C'était très intéressant. D'accord, donc ça fait 3 ans que vous faites, que vous jouez. Alors parlez-nous un petit peu de votre relation avec le canon. Ça fait 3 ans que vous jouez. Oui, c'est une très très belle relation, surtout avec notre enseignant. On a un petit groupe, on s'amuse, on apprend, on joue à l'utile à l'agréable. On préserve l'Andalous et on s'amuse. Voilà, donc effectivement, donc, là, vous me tendez une très belle perche justement par rapport à la préservation du patrimoine musical, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment un objectif très particulier auquel vous tenez vous-même. Oui, il faut vraiment, l'élève qui vient chez nous, donc en conservatoire, on va lui transmettre la culture algérienne à travers la musique andalouse et les principes, tout ça de notre patrimoine. Alors, quel est, j'ai envie de dire, donc là, vous êtes un petit peu à la fin de l'année, c'est un petit peu c'est pas vraiment la reprise? C'est pas vraiment la reprise parce que l'année passée, donc le confinement, tout ça, on a arrêté au milieu de l'année. Donc on a continué pour les examens, pour le passage, tout ça. Donc, dans quelques temps, Inch'Allah, il va y avoir les inscriptions pour les nouveaux recrutés. Voilà. Alors, pour ceux avec qui donc, il y a eu une petite rupture donc, à cause de la situation sanitaire, donc à chaque fois que vous venez, Mouloud Laïb, on n'arrête pas de le répéter, on dit que l'instrument n'est pas fidèle, il faut toujours jouer, sinon on va très vite oublier. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec les élèves? Ils ont été studieux pendant cette période? Ils ont oublié? Oui. Ça va, j'ai pas quand même oublié. Ça va. Un peu oublié. Parce que il faut vraiment l'instrument, il faut sacrifier un peu de temps pour l'instrument. Il faut pas laisser l'instrument. Donc, une journée, une semaine. Donc, ماشي هو اللي يخليك انت تخلي روحك باسكو انت ما راكيش تعاودي ما راكيش bon tu répètes ما تعاوديش c'est normal. وهما مع الكونفينمون وكذا ولو بروف ما كاش donc c'est difficile. Parce que c'est vrai qu'on a besoin, surtout quand on est jeune, on débute, on a vraiment besoin d'être encadré. Encadré, surtout l'instrument القانون la violon là لازم لك un prof اللي يوقف معك يوري لك ياكورديه لك l'instrument c'est pour l'accorder. يوري لك لا جوستيس في لي نوت يوري لك هذه سي فو هذه سي جوست بون لازم il faut être وكيما كاش لو بروف الطفل يقعد ما يلقاش روحه bien sûr c'est normal il se retrouve pas donc c'est ça. Wassim, comment vous avez fait durant la période du confinement? Bon, franchement, c'était pas vraiment très facile. On s'est habitué à notre groupe avec nos enseignants. Mais quand même, j'ai pas lâché. J'ai essayé de... Il a pas lâché? ما راح انا ما خليتهمش في ميسنجر درنا ان جروب تاع لي زيتيديون معايا واش راكم تخدموا راكم ديروا راكم وريوا لي شاك دير. Vous n'avez pas intérêt. Là, vous êtes bien suivi, vous êtes bien surveillé, donc vous n'avez pas intérêt à laisser votre instrument.
Voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc les habits qui veut apprendre ou tout ça, donc شوية كيما قلت لهم أنايا c'est un peu ça, شوية كيما نقولوا شوية l'effort, un peu d'effort. C'est الشيخ شوية, le prof de la part du prof. Ou le prof qui sait l'élève intéressé, où il fait des efforts, ça l'encourage le prof de travailler. Et même c'est le fruit تاع الخدمة تاعو, c'est le résultat تاع c'est l'élève qui يكون يلعب, هذاك هو le plaisir. قلت لهم أنا ما حنربح معكم والو, نربح معكم تقولوا تعلمنا عند la satisfaction. La satisfaction de voir réussir finalement. هذا ما كان voilà علمنا وهذه هي. Mais sinon, justement, Mouled Laïb, vous êtes là, l'instrument est là. Alors, l'instrument est très imposant, hein, contrairement aux autres instruments. Donc, quand on le voit, il est très imposant. C'est difficile, c'est facile. Vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu le principe. Le principe, c'est difficile, c'est pas... C'est difficile. Tout est question d'apprentissage. Oui. Voilà. Avec le prof, c'est pas vraiment difficile. Qui connaît qu'un prof, il aurait les principes de base, le réglage. La première chose très très difficile dans cet instrument, c'est l'accordage. Pour accorder les notes. On voit qu'il y a beaucoup de cordes d'ailleurs. Voilà, c'est le مفتاح ده pour accorder. Il y a beaucoup de notes. On est 4, 78 cordes et 3 octaves. Donc, et ça, les mécaniques, c'est des notes. À chaque fois qu'on remonte ce mécanisme, tu te la note. Donc ici, c'est une note. Et une fois, je remonte le mécanique. تبدل la note. Donc هذا هو le principe اللي يتعلموا l'élève, les bémols, les dièses, les bécards, plus l'accordage dialogue. L'accordage, donc vous insistez beaucoup sur l'accordage, Mouled Laïb, on voit que vous insistez beaucoup. Donc c'est vrai, j'ai envie de dire, dans le processus d'apprentissage, donc c'est parmi les dernières choses que l'élève va apprendre, parce que c'est un peu difficile. En premier lieu, en première partie, il doit connaître les bases de la musique, les connaissances sur la musique. Il يعرف les notes, il يعرف les notes naturelles, les bémols, les dièses, يحفظهم. Donc, il faut tout ça. En plus, on باش يقدر يaccorder l'instrument تاعو. ولا ما يكونش يعرف la musique, impossible يقدر يaccorder l'instrument parce que كاين plusieurs, كاين le médium, le grave, l'aigu. Donc il faut faire la différence entre ces tonalités. Et il faut connaître la note. Donc ADA c'est à la fin de l'apprentissage. Voilà, à la fin de l'apprentissage. Au niveau supérieur déjà. C'est un cursus quand même assez structuré, donc il faut aller étape par étape. C'est pour ça que le prof, il doit être avec son élève, surtout au début. C'est le coup de pouce. Il faut les mettre sur les rails. Sur les rails, effectivement. Ouais. Alors, il faut dire que les sonorités de Qanoun sont des sonorités très envoûtantes. Hein. Oui. Ce sont de très très belles sonorités. Très belles. Mais lorsqu'on écoute les sonorités de Qanoun, on est très vite emporté ou très vite on pense directement à la musique orientale. Donc est-ce que c'est un instrument qui est utilisé dans ces orchestres ou on peut l'utiliser, il s'adapte bien donc avec la musique universelle? Il s'adapte avec n'importe quel genre de musique parce que c'est un instrument très très riche. Très riche, il y a plusieurs notes, il y a la note arabe, donc il y a la note arabe, comme on appelle le maqam al-arabiya, le maqamat al-arabiya, et il y a la note occidentale, donc orientale, occidentale, il y a tout. Donc, et la méthode de jouer, elle est très 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 riche. Donc, l'habit qui m'a le piano classique, l'habit qui m'a le oud, fait plusieurs méthodes de jouer. Donc, la façon de jouer, c'est des techniques, c'est des... Donc, il suffit juste donc de savoir comment adapter l'instrument au type de musique. Voilà, il faut savoir. Voilà. Mais sinon, Wassim, donc vous êtes avec le Qanoun depuis 3 ans, donc vous jouez Qanoun depuis 3 ans. Donc quelles sont les sonorités que vous aimez jouer? Vous avez appris à jouer jusqu'à présent? J'aime toutes les sonorités, hein, sans exception. J'aime bien le Qanoun. Universel. Wassim, il est universel. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de souci. Mais sinon, quelles sont les sonorités que vous aimez jouer, que vous jouez le plus souvent?
Je joue plus souvent je joue plus souvent l'Andalus, c'est tout. L'Andalus. L'Andalus, c'est ce que vous aimez le plus. C'est le plus, voilà, c'est ce que j'aime le plus. C'est ce que vous aimez le plus. Oui. Voilà, donc vous comptez quand même continuer plus tard dans des orchestres, dans des groupes. Alors je compte continuer avec M. Laïe, bien sûr. Il ne va pas vous lâcher. Il ne va pas vous lâcher. Inch'Allah, il faut s'appliquer, il s'intéresse et le sérieux et l'effort, un peu d'effort. Donc il tout ça. Et la connaissance musicale. Donc là, il y a les bases de la musique, la note, le solfège, tout ça. Donc c'est très intéressant. Les choses les plus essentielles dans l'apprentissage. Et justement, Mourid Laïb, ce matin, on va rendre hommage à un maître luthier, n'est-ce pas, qui nous regarde ce matin. D'ailleurs, Azdine Bouhafs, qui nous regarde ce matin. Donc un grand bonjour à Azdine Bouhafs, donc de la part de toute l'équipe Bonjour d'Algérie, à qui donc vous voudriez rendre hommage ce matin à un maître luthier. Monsieur Azdine Bouhafs, c'est un maître luthier en instrument en canon. Il fait la fabrication du canon. C'est le seul en Algérie qui fait cette... La fabrication. C'est le seul en Algérie. تعرفت به في les réseaux sociaux, Facebook, où on est devenus amis parce que je suis dans le domaine du canon, j'enseigne avec les élèves. Que l'instrument en Algérie, parce que l'Égypte, la Turquie. Donc il revient cher, tout ça pour l'élève, tout ça. Donc je me suis mis en contact avec M. Azdine Bouhafs. ونتعاونوا انا وياه مع les élèves, la réparation, la fabrication. Voilà, je crois que c'est Adir Saha ce qu'il est en train de faire. Voilà, pour moi, voilà. Et justement, Adir Saha parce qu'il est en train de faire et on va découvrir qui est. Donc, Azdine Bouhafs, on parle de lui, donc on va découvrir. Il s'est installé ici à Alger, au Walid de Barika. Exactement. Il s'est installé le mois à Alger. Donc, toujours. Qui s'est rapproché de vous. Voilà. Il vous a rendu encore un plus grand service à vous et aux élèves. Et justement, Azdine Bouhafs, Riles Ould Hamouda l'a rencontré dans ce portrait. On se retrouve juste après. C'est avec cœur qu'il joue sur cet instrument qu'il vient tout juste de restaurer. Une forte sensibilité artistique, Azdine Bouhafs, luthier autodidacte, sa vocation lui apparut tôt à l'adolescence. إتقان الخدمة. وي. يعطيك الصحة يتعدى على أصابع اليد وماذا بيا هنايا حتى واللي يجي يتعلم نعلموه ورا المشكل. البداية تاعي كانت صعبة. ما يجيش منين نتعلم مش كيما دروك راه كلش. ما يجيش منين نتعلم ومن النفحة تاعي يعني بزاف ندور مع الفنانين ندور نلقى فنان نلقى ديك نلصق باش كاين الشيخ محمد نيفر في الجزائر هنا في بيلكور ندور لعنده ثما نوقف عنده هكذا وهو يخدم وانا هاني نشوف لواحد الوقت قال لي وليدي تارك بزاف يومي راك عندي هنا هاي ادخل هاي شغل قدو وليت نفرح انا ما كانش. Mandole, guitare, violon, luth, quel que soit le nombre de cordes sous ses mains, ces instruments renaissent. Azdine Bouhafs se distingue avec une spécialité, la fabrication d'un instrument faisant partie de la famille des sitars sur table. Le fameux qanoun, un instrument à cordes pincées qui se joue à l'aide des deux index. راني الوحيد اللي نخدم آلة القانون في الجزائر كنت في المغرب العربي ولكن دروك دخلوا كاين عباد اللي راهم وانا في الجزائر العاصمة في الجزائر القطر الجزائري كل انا الوحيد اللي نخدم آلة القانون. Ça parle de mécanismes, de réglage, d'accordage. Aujourd'hui, dans son nouvel atelier à Alger, Azdine reçoit une visite d'un client qui est devenu un ami au fil du temps, Mouloud El Aïb, enseignant de musique au Conservatoire d'Alger. Quand il est là, c'est pour solliciter les mains intelligentes de l'artisan,
car Azdin, quand il ne fabrique pas, il reste au chevet des instruments en réparation. Les élèves, ils me sollicitent, ils disent un instrument de qualité pour apprendre. Moi aussi, je pense à mes élèves. Donc je dois les ramener un instrument de qualité pour apprendre, pour avancer. Qui m'a Azdin Bouhafs, maître luthier en Qanoun. Donc madabina na'awnouh ou na'awnouh hado les jeunes يحبوا يتعلموا. Azdin Bouhafs, guidé par la passion, il est en perpétuel éveil, prêt à ressusciter des sons, avec un seul objectif, entendre ces objets accordés s'animer entre les mains des musiciens. Magnifique, très très jolie sonorité. Donc merci beaucoup Wassim de nous avoir interprété ce magnifique morceau. Donc là on revient, donc on parlait un petit peu de l'âge. Donc à quel moment, à quel âge les enfants, vous invitez un petit peu les enfants déjà à venir et à apprendre la musique? Le bas âge, donc 8 ans, 9 ans, ils يقراو. Pas avant? Pas avant. Il doit écrire, il doit apprendre Très bien, donc il faut qu'il ait une bonne dextérité finalement. Voilà, moi يعرف يشد le stylo كذا يعرف يقرا شويه. 9 ans مليح باش يقرا السولفاج يبدا بالسولفاج. Très bien. Les bases de la musique. ومن بعد عنده 3 mois de solfège. ومن بعد يروح للانسترومون. يتعلم سي كوا لا نوت يشوف يعني الانسترومون يخيروا ولا ديسيبلين يخيرها باسكو عندنا ميوزيك كلاسيك عندنا ميوزيك عرب عندنا رابو اندلوز عندنا لا موندولين فيولون غيتار هادوما لي انسترومون يخيرهم للتلميذ بيانو. Et c'est lui qui choisit ou vous orientez? C'est lui qui choisit parce que c'est toujours نخليو l'élève واش يحب باسكو voilà ويكون l'apprentissage كيما قلت لك من قبل c'est des étapes l'élémentaire le moyen et le supérieur. Et qu'en est-il des adultes qui veulent apprendre? Oui, كاين des auditeurs هاويين هكا يجوا دايرينهم des classes spéciales pour apprendre. On peut dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre la musique, oui, pour apprendre les instruments de musique. C'est toujours de la volonté تاع l'élève. Donc si on aime quelque حاجة نقدروا نتعلموها, il faut sacrifier شوية le temps. Beaucoup de ماشي بزاف mais نتعلموا, voilà, c'est ça, il faut aimer. Et c'est vrai que ça a après beaucoup de beaux impacts, on va dire, sur le rendu déjà à l'école des enfants, parce que c'est quand même un échappatoire pour les enfants. يقول لك non نحبس له la musique باش يقرا ولا
نو تعاون باسكو انا عرفت ناس قراو بلا ميوزيك دونك ديروا لهم شغل شونتاج تقرا لا ميوزيك تقرا مليح وسينو ما تروحش لا ميوزيك دونك c'est vrai que ça devient une carte de pression après ثاني تدير مع لي زيكزامان تو سا منا يجي يمسنا شويه يغني يشدي فول فيها بزاف surtout pour l'enfant فيها l'éveil فيها انا دونك je suis actuellement dans une école privée. J'enseigne la musique aux enfants de 7 ans, 8 ans, ou la primaire, deuxième année, avec vraiment les réflexes, l'écoute. Parce que احنا نقولوا واحد يسمع لك بصح ماهوش يسمع. بصح واحد يسمع ويفهم واش راكي تهضري له. دونك سي الاصغاء، انا نقول لهم كاين السمع وكاين الاصغاء. كي تسمعي وراكي تفهمي. كاين دونك هذه سا ايد في لا ميوزيك. الطفل كي يسمع اون شونسون ويسمع لي نوت ويحفظ لي نوت ويفهم وشنو هاد لا نوت ويشوفها بعينه ويقراها دونك ويزيد تعاونوا في الحفاظه في الحفاظه باسكو يولي بالخفي ياسيميلي فيت باسكو يحفظ لي شونسون يحفظ كذا لي ريفلكس سورتو لي ريفلكس لو ريتم لو تيمبو دونك l'organisation انا نقول لهم après le temps c'est pas le temps avant le temps c'est pas le temps donc il faut toujours mettre la note sur le temps. Donc c'est ça, c'est des réflexes comme باش الطفل يكبر بهم ويكون عنده une bonne relation avec les gens. Ah ben, ce sera une invitation ouverte aussi aux enfants, donc aux parents surtout, d'accompagner leurs enfants à faire de la musique. Bien sûr, voilà, c'est ça le principe. أنا نعلموا la musique pour هي مادة تربوية وفنية. Donc on peut pas mélanger نقول لك كذا ولا نو ماشي راح نخرجوهم احنا راح نخرجوهم ناس مثقفين ناس يفهموا ناس كما قلتي انت بونكتوال ناس مربيين كيما تربينا حنايا فوالا شيوخنا الله يرحمهم الله يرحمهم voilà un hommage donc à eux tous ce matin. Mouloud Laïb, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Wassim, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On vous invite à rejoindre Wassim donc pour nous interpréter de belles encore une fois sonorités donc de Qanoun. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, je vous en prie. Allez-y. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de vous accompagner en cette matinée. Je vous souhaite une très agréable journée du moment que c'est ensoleillé. Aujourd'hui, ce sont des températures agréables. Profitez bien. Je vous retrouverai avec un très grand plaisir demain, Inch'Allah, à partir de 9h. Au revoir et bonne journée à tous. Allez-y, c'est à vous.
Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec